Quelle est actuellement la preuve potentiellement la plus solide contre David, le jeune homme de 21 ans accusé d'avoir assassiné et démembré Céleste Rivas Hernandez, âgé de 14 ans? Les témoins en informatique légale. Je veux résumer cela. Je veux l'expliquer. Et je veux aussi parler de ce que la défense pourrait faire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Très bien, rapidement. Écoutez, je sais que nous cherchons tous des moyens de mieux gérer notre argent en 2026, et la plupart d'entre nous ne gagnent presque rien en laissant simplement notre argent dormir sur un compte d'épargne classique. Mais notre sponsor Chime est conçu pour vraiment faire fructifier votre argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avec la carte Chime, les membres reçoivent 5% de cashback sur une catégorie au choix, comme les courses, l'essence, les factures, les voyages ou les restaurants. T'entends, non? 5% de cashback sur les courses hebdomadaires et 3,75% d'intérêt annuel avec le compte d'épargne à haut rendement de Chime. C'est 9 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ils vous aident même à mieux gérer votre argent disponible, comme avec leur fonctionnalité d'arrondi. Elles versent la petite monnaie de vos achats sur votre compte d'épargne. Actuellement, un bonus d'1 $ est offert via mon lien. Allez sur chime.com/sidebar ou scannez le QR code à l'écran pour faire fructifier votre argent dès aujourd'hui. Donc l'une des choses non sur lesquelles je voulais me concentrer, que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de faire, je pense, dans nos épisodes précédents, c'est de vraiment comprendre à quel point les preuves contre David sont solides. Cela nous donne en quelque sorte un aperçu de ce à quoi ressemblera une audience préliminaire, désormais prévue pour plus tard dans le mois. Encore une fois, c'est là que l'accusation présentera suffisamment de preuves pour que l'affaire puisse aller en procès. C'est ce qu'ils espèrent faire. Ils feront face à une contestation de la défense, ou même à ce à quoi on pourrait s'attendre lors d'un procès. Et quand je parle des preuves, peut-être quelles sont les preuves les plus convaincantes, n'est-ce pas? Parce que nous avons consacré un épisode entier à examiner en profondeur les allégations troublantes qui ont été révélées. Mais maintenant, je veux prendre ma casquette juridique pendant un instant. Je veux parler des allégations, des preuves présumées, de leur solidité ou non. Nous parlons de David Anthony Burke, 21 ans, appelé David. Quelques mois après que Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, a été retrouvée morte, mutilée, apparemment dans la Tesla de David dans une fourrière à Hollywood. Les procureurs l'ont inculpé, le chanteur-compositeur, de meurtre au premier degré, d'abus sexuels continus sur un enfant de moins de 14 ans et de mutilation illégale de restes humains. Il a plaidé non coupable. Il faut se souvenir qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais parlons des preuves TD potentielles ici. Je veux commencer par l'accusation de meurtre, qui est également liée à l'accusation de mutilation. En fait, toutes les accusations sont très liées les unes aux autres, et la théorie est également liée entre elles. Nous passons donc aux mémoires du parquet pour l'audience préliminaire, initialement prévue cette semaine, mais désormais reportée. Il est écrit que le prévenu a ensuite acheté des outils pour exécuter son plan de démembrer et éliminer le corps de la victime. Le 24 avril 2025, souvenez-vous, ils disent qu'elle a été tuée le 23 avril 2025 chez lui. Le 24 avril 2025, le prévenu a commandé une pelle chez Home Depot qui a été livrée à son domicile par Postmates. Le 1er mai 2025, le prévenu a commandé et Amazon a ensuite livré 2 tronçonneuses à son domicile. Le 5 mai 2025, le prévenu a commandé et Amazon a ensuite livré un sac mortuaire, des sacs à linge résistants et une piscine gonflable bleue à son domicile. Il a effectué ses achats sous le faux nom de Victoria Mendez. Le 8 mai 2025, le prévenu est retourné dans la même zone du comté de Santa Barbara, quittant son domicile vers 23h30. Il est retourné dans la région à nouveau le 31 mai 2025. Il s'agit d'un site isolé près de la route SR 154, où la pièce d'identité de la victime a ensuite été découverte en janvier 2026. De plus, le 7 juillet 2025, l'accusé a commandé et Amazon a ensuite livré une cage d'incinération à son domicile sous le même faux nom, dans le cadre de son plan visant à incinérer des preuves. L'accusé a aussi pris des mesures terribles pour détruire et éliminer le corps de la victime. Après avoir placé le corps dans la piscine gonflable bleue pour éviter que le sang ne se répande dans le garage, l'accusé a utilisé une tronçonneuse et peut-être d'autres outils pour couper les membres. De petits fragments de plastique bleu ont été retrouvés incrustés dans les restes de la victime qui ont été recueillis par le service du médecin légiste du comté de Los Angeles. Les fragments ont été analysés par l'unité d'analyse des traces de la division des sciences médico-légales du LAPD. Un expert a pu établir une correspondance physique entre les fragments bleus et la piscine gonflable bleue achetée par le prévenu en mai 2025. Afin de se dissocier de la victime, il lui a amputé l'annulaire et l'auriculaire gauche, car son annulaire portait un tatouage de son nom. Ses doigts n'ont pas été retrouvés.
Le prévenu a ensuite placé sa tête et son torse dans le sac mortuaire qu'il avait acheté. Il a placé ses membres dans un sac poubelle qu'il a déposé dans son coffre avant en posant le sac mortuaire par-dessus. Pendant des semaines, voire des mois, le prévenu a laissé le corps de la victime se décomposer dans sa Tesla. D'accord, bien sûr, il y aura une bataille d'experts et des questions sur la manière dont les preuves ont été recueillies, ce que cela signifie, comment elles ont été conservées. Mais faire correspondre potentiellement les fragments bleus, c'est énorme. Si vous reliez la piscine au prévenu, puis à Céleste, cela va être crucial. L'historique d'achat présumé et cette trace numérique, c'est l'une des preuves potentiellement les plus accablantes qui existent. Historiquement, il a été difficile pour les avocats de la défense de réfuter ou d'expliquer cela. Vous savez, j'ai vu cette idée que peut-être ces matériaux ont été achetés pour une sorte de clip musical. Ça pourrait être difficile à faire accepter, surtout quand on parle de la chronologie, n'est-ce pas? Le moment où les autorités disent que Céleste a été tuée, à moins qu'il n'y ait une contestation, non seulement sur la cause du décès par la défense, mais aussi sur l'heure du décès. Pourquoi auriez-vous prétendument acheté ces choses? Et si les registres de commande et de livraison le confirment, c'est énorme pour le dossier de l'accusation. Je veux dire, la liste des preuves potentielles dans ce dossier indique, je cite, des éléments de preuve ADN obtenus à partir de taches de sang prélevées dans le garage du prévenu qui correspondent au profil génétique de la victime. Preuve des achats et des livraisons Amazon du prévenu à son domicile, y compris 2 tronçonneuses, un sac mortuaire, une piscine gonflable, des sacs à linge résistants et une cage d'incinération après le 24 avril 2025. Encore une fois, les registres, peut-être même faire témoigner la personne qui a effectué la livraison. L'enquêteur privé Steve Fisher, qui travaille sur cette affaire depuis le tout début, a partagé des photos de certains de ses colis présumés. Vous pouvez voir que les livraisons sont adressées à Victoria Mendez, ou semblent l'être. On ne sait pas pourquoi David aurait utilisé ce nom en particulier. Mais, je cite, preuve de l'achat et de la livraison par le prévenu via Postmates d'une pelle provenant de Home Depot à son domicile le 24 avril 2025. Ce n'est pas qu'un seul article, n'est-ce pas? C'est un ensemble de ces articles très spécifiques. C'est encore mon avis. Ce n'est pas idéal pour la défense, mais nous sommes toujours au début de l'affaire. Les registres Uber montrent la transaction de l'accusé, où il a commandé un Uber pour aller chercher la victime à son domicile de Lake Elsinore et la transporter jusqu'à sa résidence dans la nuit du 23 avril 2025. Et lorsque le LAPD a exécuté un mandat de perquisition au domicile que David louait ou occupait après que Céleste ait été identifiée, ils auraient trouvé toutes sortes de preuves dans le garage pour appuyer cette affirmation, cet argument de démembrement, y compris des éléments biologiques dont les analyses ont révélé la présence de sang. Ils affirment avoir à nouveau fait correspondre les preuves au profil génétique unique de la victime, comme je l'ai déjà dit. Revenons à la piscine qui aurait eu plusieurs coupures solinéaires. Et par-dessus tout cela, selon le mémoire du procureur, des vidéos de surveillance et d'autres preuves ont confirmé que l'accusé était la dernière personne à avoir conduit le véhicule le 29 juillet 2025 avant de quitter Los Angeles pour une tournée de concert. Rappelez-vous, son Corsa a été retrouvé un peu plus d'un mois après. Et le dossier indique que David a menti à des amis, des associés et à d'autres personnes au sujet de la forte odeur de décomposition dans et autour de la maison et de la voiture. Donc, il pourrait être très difficile pour les avocats de la défense de dire, vous savez, qu'il était complètement dans l'ignorance, qu'il était victime d'un coup monté, qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, de ce qui arrivait. Cela dit, est-il possible que quelqu'un d'autre ait eu accès à la voiture par la suite? C'est possible, mais est-ce que cela annule sa connaissance présumée de ce qui se passait? Cela amène à se demander qui pourrait être un témoin qui coopère. Qu'ont-ils vu ou senti concernant la voiture? Qu'ont-ils demandé à David? Tout cela me fait m'interroger sur une éventuelle défense. Je me demande si les avocats de la défense ne pourraient pas simplement admettre oui, il a tout acheté, nous l'admettons. Il a acheté tout ça après que les procureurs disent qu'elle est morte, non? Ils diront peut-être seulement qu'elle est morte, pas qu'elle a été tuée. Donc peut-être qu'ils vont avancer l'argument qu'il n'était pas responsable de sa mort, peut-être qu'elle est morte d'une autre manière. Pris de panique, il a participé ou aidé à faire disparaître le corps. Je ne sais pas s'ils diront que quelqu'un d'autre est responsable de sa mort. Je veux dire, j'ai déjà vu des affaires comme celle-ci en Floride. L'affaire James Scandorito, il a été déclaré non coupable du meurtre de son père, mais coupable en lien avec le démembrement. Il a témoigné à la barre, a raconté une histoire vraiment incroyable, mais le jury l'a cru. Donc en d'autres termes, saurons-nous un jour ce qui est vraiment arrivé à Céleste ou pas? Parce que selon le rapport d'autopsie qui a été publié, la cause officielle du décès de Céleste était de multiples blessures pénétrantes. Le décès a été classé comme un homicide. Les avocats pourraient contester, affronter les experts et affirmer que la décomposition du corps empêche de savoir ce qui s'est réellement passé ou comment elle est morte. Et puis on en arrive là. On en arrive là.
Les enquêteurs soutiennent donc que le 23 avril, Céleste aurait été tuée par David peu de temps après son arrivée à la maison dans les collines d'Hollywood. Comment le savent-ils? Comment établissent-ils cette période? D'après le dossier déposé par l'accusation, il est écrit, je cite, vers 20h40, le 23 avril 2025, le prévenu a envoyé un Uber pour amener la victime de chez elle à Lake Elsinore jusqu'à sa résidence. Ici, les données numériques y seront cruciales, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Ils ont communiqué avant et pendant son trajet en Uber, qu'il a déposé au domicile du prévenu à Hollywood Hills vers 22h10. D'accord. Donc encore une fois, les données numériques, les messages textes, le témoignage potentiel de ce chauffeur. Aux alentours de 22h30, l'accusé a envoyé des messages à la victime pour lui demander sa localisation. Il serait donc difficile pour la défense de nier que le message a été envoyé durant ce laps de temps. Que s'est-il passé pendant ces 20 minutes? L'accusation soutient que cela faisait partie du plan prémédité de l'accusé pour cacher le meurtre, car elle était déjà morte. C'est un bon argument, non? Je veux dire, pourquoi lui aurait-il envoyé un message, ou soi-disant envoyé un message, si elle était à la maison? Je veux dire, est-ce que la maison est tellement grande qu'il ne savait pas où elle était? Je ne sais pas. Ou bien cela va-t-il dans le sens de cette version selon laquelle, vous savez, il essaie de brouiller les pistes et d'essayer de faire croire qu'il lui est arrivé quelque chose. Citation. Sachant qu'il devait faire taire la victime avant qu'elle ne ruine sa carrière musicale, comme elle avait menacé de le faire peu après son arrivée chez lui, le prévenu l'a poignardée à mort à plusieurs reprises et est resté là pendant qu'elle se vidait de son sang. Maintenant, je vais vous dire, je ne sais pas quelles preuves ils ont pour établir de façon définitive ce qui s'est passé derrière des portes closes. C'est leur version, c'est leur théorie. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu plus en détail sur les circonstances spéciales alléguées. À savoir que, selon les procureurs, il ne s'agit pas seulement d'un meurtre, mais d'un type de meurtre très spécifique, avec un mobile particulier. Citation. Il n'a jamais appelé les forces de l'ordre, le 911, ni emmené la victime aux urgences pour la sauver. Et c'est important parce qu'ils diront que ce n'était pas un cas où, vous savez, ils se sont disputés, elle l'a attaqué, il a paniqué, il l'a tué en état de légitime défense, puis a appelé le 911, ils écartent cette possibilité. Citation. Bien qu'il savait qu'elle était morte et que sa famille la cherchait, les preuves montreront que l'accusé a menti en affirmant ignorer où elle était. En fait, l'accusé s'est rendu dans le comté de Santa Barbara immédiatement après la mort de la victime, tentant de se débarrasser des biens de la victime et de détruire des preuves vers 23h30 le 23 avril 2025. Il a quitté son domicile en envoyant des messages et appelant la victime pour demander où elle était. Encore une fois, il s'agissait d'actes calculés et planifiés pour préparer sa défense dans un délai très court après le meurtre brutal de la victime. L'accusé a conduit sa Tesla vers le nord sur l'autoroute 101 jusqu'à San Marcos Pass Road, SR-Cent, 54 près du lac Cachuma, dans le comté de Santa Barbara. Maintenant, je me demande s'il y a potentiellement des caméras qui enregistrent ce déplacement. Il est rentré chez lui tôt le lendemain matin, le 24 avril 2025, avant d'aller à une interview radio pour la sortie de son album cette semaine-là. Il a envoyé 2 messages supplémentaires sur le téléphone de la victime ce jour-là, resté sans réponse puisqu'elle était déjà morte. Je parlerai des interviews dans un instant. Après le 26 avril 2025, l'accusé n'a plus jamais essayé de la contacter. C'est important, c'est important. Si les relevés téléphoniques se prouvent qu'il ne lui a ni envoyé de message ni téléphoné et qu'il est complètement innocent, ce serait surprenant, non? Quelqu'un, au minimum, avec qui il a un lien. Elle disparaît. Il ne va pas essayer de la contacter. Encore une fois, c'est le récit de l'accusation. Attendons la défense, mais c'est une preuve de plus. Citation. L'activité cellulaire et les communications du prévenu provenant de son iPhone et de sa Tesla, qui démontrent les activités du prévenu du 22 avril 2025 au 24 avril 2025, y compris un déplacement nocturne dans le comté de Santa Barbara après l'arrivée de la victime chez lui à Hollywood Hills. Preuve, preuve. Donc c'est ça la clé ici, c'est pourquoi les procureurs retiennent le guet-apens, la volonté de faire taire un témoin, les allégations de circonstances spéciales pour alourdir les peines potentielles liées à l'accusation de meurtre. Que David avait prémédité cela, que ce n'était pas une dispute suivie d'un incident, ni qu'elle avait fait une overdose et qu'il avait paniqué. Ils avancent l'argument que tout cela était planifié, prémédité, qu'il aurait voulu sa mort pour la faire taire à propos de leur prétendue relation secrète, qu'elle était mineure pour l'empêcher de révéler cela et de ruiner sa carrière. Les relevés téléphoniques, historiques de covoiturage et données numériques sont essentiels, expliquant pourquoi Steve Fisher, enquêteur privé, mentionne plus de 50 mandats de perquisition dans cette affaire. C'est le genre de preuve, en 2026, qui raconte une grande partie de l'histoire et qui peut être très difficile à réfuter pour un avocat de la défense. Déterminer l'heure, l'emplacement. D'un autre côté, je ne pense pas que les autorités arrêtent l'arme du crime présumé. Je ne pense pas qu'il y ait de témoins oculaires de cette attaque présumée.
Il ne semble pas y avoir d'image de vidéosurveillance de cette attaque présumée. Cela laisse-t-il un doute raisonnable? Et une façon dont les procureurs vont raconter cette histoire et essayer de prouver ces allégations de circonstances spéciales entourant le meurtre présumé sera également la preuve de la relation sexuelle illégale présumée, des relations sexuelles avec un mineur, numérique plus chronologique, qu'est-ce que je veux dire? D'après la liste des preuves, encore une fois, dans le dossier, il est indiqué la description de photographies montrant la victime nue, ainsi que lorsqu'elle était engagée dans une activité sexuelle avec l'accusé alors qu'elle avait 13 ans. Ces preuves étant du matériel d'abus sexuel sur mineur, les photographies ne seront pas présentées. Même si toutes les charges n'ont pas été retenues, le matériel d'abus sexuel sur mineur prouve leur relation sexuelle alors que la victime avait 13 et 14 ans. Donc, si ce matériel se trouve sur ces appareils, encore une fois, je cite, de nombreux messages textes entre le prévenu et la victime prouvent leur relation sexuelle, la grossesse, l'avortement et l'utilisation de la contraception d'urgence plan B. Des messages jusqu'en mars 2025 prouvent que le prévenu a continué à manipuler la victime alors qu'elle écrivait tout ce que nous faisons, c'est avoir des rapports sexuels et traîner ensemble. Mec, je veux plus que ça pour moi. Ces messages ont été obtenus à partir des données iCloud du prévenu. Encore une fois, les données numériques pourraient étayer l'accusation d'infraction sexuelle. Nous l'avons aussi signalé hier dans Sidebar. Le certificat de décès a été mis à jour. Ceci provient d'un rapport de TMZ qui suggère qu'on ne sait pas si Céleste était enceinte, même s'il n'y avait rien dans le rapport d'autopsie lui-même, d'après ce que nous avons pu voir, qui l'indiquait. Donc c'est un peu confus ici. J'ai interviewé Joseph Scott Morgan dans mon émission News Nation, Jesse Weber, hier soir. Il a dit qu'il pourrait devoir le faire à cause des découvertes de l'enquête sur les messages liés à la grossesse, la pilule du lendemain et l'avortement. Et comme Céleste a été démembrée et décomposée, il peut finalement être difficile d'exclure à 100% qu'elle était enceinte. Cela ne signifie pas forcément qu'elle l'était, mais comment en être certain? On ne sait pas. Bien que je dirais que si les procureurs étaient certains que Céleste était enceinte, ou s'ils avaient des preuves pour établir qu'elle l'était, ils l'auraient mentionné, non? Cela aurait servi de mobile, cela aurait été utilisé pour les allégations de circonstances spéciales. Selon leur récit, David l'aurait tuée pour l'empêcher de révéler leur relation. Quelle meilleure preuve de cette liaison avec une mineure que de montrer qu'elle était enceinte de lui? Non. Ils l'auraient présentée. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si cela sera un facteur. Mais il existe au moins des preuves numériques censées étayer la relation et la version avancée. D'ailleurs, c'est sorti hier. Je pense que cela pourrait être une preuve pour ce que j'ai déjà mentionné. Ce n'était pas spécifiquement fondé sur les documents déposés par l'accusation, mais je me demande si cela va faire partie de l'affaire. Parce que, selon un article du New York Post du 24 avril, donc le lendemain du jour où il aurait prétendument tué Céleste, il donne une interview dans l'émission de Zach Sang. Et apparemment, il était très détendu, souriant, faisant des blagues, mais il aurait dit ceci, je cite, en gros, en train de sortir de chez moi et d'explorer le monde. Et trouver des amis, perdre des amis, nouer des relations, en perdre. C'est juste que tout s'est en quelque sorte façonné et a mené à ce projet d'une manière qui ressemble à un effet domino. Et quand il s'agissait d'écrire des chansons sur des relations ratées, il a dit j'attends toujours que ça arrive. Et puis dès que ça arrive, j'écris là-dessus. Et l'animateur a demandé mais tu dis t'attendre à ce que ça se termine de façon dévastatrice, tragique, triste pour que ça inspire l'art. Mais est-ce que tu le manifestes d'une certaine manière? David a répondu je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non, car c'est l'impression donnée. J'espère ne pas le faire involontairement, mais c'est possible. Et d'ailleurs, on pourrait aussi avoir un aperçu de ce que ce procès va inclure d'autres. Je dis ça parce que des preuves issues d'une enquête précédente sur David et Céleste pourraient faire partie de ce procès. Car les procureurs affirment que les détectives de la Brigade des homicides et vols du LAPD l'ont déterminé. Céleste et David se sont rencontrés en janvier 2022 alors qu'elle n'avait que 11 ans et il aurait commencé cette relation sexuelle avec Céleste. Lorsqu'elle n'avait que 13 ans et que David en avait 18, et les documents du tribunal ont révélé que les enquêteurs enquêtaient sur David depuis un certain temps déjà. Le dossier montre que les détectives ont appris que la famille de la victime vivant à Lake Elsinore l'avait signalé disparu au bureau du shérif du comté de Riverside en février et avril 2024. Le bureau du shérif du comté de Riverside a appelé le prévenu le 17 février 2024 après avoir trouvé son numéro dans les relevés téléphoniques de la victime. Lors de l'appel, le prévenu a dit avoir parlé à la victime pour la dernière fois le 13 ou 14 février 2024, affirmant ignorer qu'elle était mineure ou qu'elle avait été signalée disparue.
Le shérif du comté de Riverside l'a averti que des adjoints du comté de Los Angeles viendraient chez lui, alors qu'il habitait au 804 North Dainey Place, à West Hollywood. Le département du shérif du comté de Riverside a demandé au département du shérif du comté de Los Angeles d'effectuer un contrôle de sécurité au domicile du prévenu. Les adjoints du shérif du comté de Los Angeles se sont rendus au domicile du prévenu ce soir-là à 20h15 et lui ont indiqué que la victime, une fugueuse de 13 ans, le prévenu a répété ignorer sa minorité et n'avoir vu la victime qu'une fois, en novembre 2023. Cependant, le prévenu a montré aux adjoints une photo de la victime prise dans un album de fin d'année sur son téléphone. Bien qu'il ait dit ignorer où était la victime, elle est rentrée 2 jours plus tard. Malgré l'information des forces de l'ordre sur l'âge de 13 ans de la victime, le prévenu a continué à la courtiser. Après son retour chez elle en février 2024, ses parents ont confisqué son téléphone portable. Le prévenu s'est rendu à Lake Elsinore et a payé 1 000 $ à un camarade de classe de la victime pour qu'il lui remette un téléphone acheté afin qu'il reste en contact. En 2024, la victime a passé beaucoup de temps avec le prévenu, dont des week-ends d'été chez lui, dans les Hollywood Hills, et des voyages à Las Vegas, Londres et au Texas pour rencontrer sa famille. Et j'ai mentionné le timing. Donc lorsque Céleste serait décédée, il y a donc 2 parties à cela. Des preuves de cette relation présumée, qui étaye l'accusation d'infraction sexuelle, elle-même liée aux allégations de circonstances spéciales, mais le timing reste crucial. Lorsque Céleste serait décédée, oui, David était au sommet de sa carrière. Pour les procureurs, la victime serait probablement décédée le 23 avril 2025. Et lorsque toute activité sur son téléphone portable a cessé, la nuit précédente, le 22 avril 2025, le prévenu et la victime ont eu une longue dispute, décrite en détail dans leurs messages texte. Les messages ont montré la jalousie de la victime envers les relations du prévenu avec d'autres femmes, car il lui avait fait croire à un avenir commun. Elle a été extrêmement bouleversée et a menacé de dévoiler des informations compromettantes sur sa relation avec le prévenu pour ruiner sa carrière et sa vie. Nous ne connaissons pas le contenu exact de ces messages, mais selon le récit de l'accusation, le premier album studio du prévenu devait sortir le 25 avril 2025. Il avait déjà une carrière prometteuse de plusieurs millions de dollars en cours. Il avait également plusieurs contrats publicitaires, qui étaient très lucratifs. Donc oui, quand Céleste est décédée, il y avait la tournée, les sponsors, les interviews, la sortie de l'album. Il aurait organisé une fête le 24 avril, le lendemain du décès présumé de Céleste. Les procureurs tenteront sûrement de prouver qu'il était au sommet, qu'il ne voulait rien risquer, qu'elle allait tout révéler et qu'il l'a tuée pour la faire taire. Hier, nous avons dit qu'après l'arrestation de David, Fortnite a annoncé rembourser les joueurs ayant acheté des contenus liés à lui. Sa maison de disques l'a finalement abandonné. Je me demande si les procureurs utiliseront cela comme preuve pour dire « Regardez ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils tentaient d'éviter ». Citation, preuve de la carrière lucrative du prévenu en tant que chanteur et auteur-compositeur, avant le 23 avril 2025, le prévenu a organisé une soirée de lancement d'album dans la nuit du 24 avril 2025, avant de se lancer dans une tournée internationale à la fin juillet 2025. Échange de messages, texte entre le prévenu et la victime les 22 et 23 avril 2025, où la victime a menacé de révéler des informations sur le prévenu et de détruire sa carrière. Ce sont des preuves potentielles importantes et convaincantes. Je dois aussi le signaler. Il a été rapporté que le frère de David, Caleb, a publié sur Instagram, et cela a été relayé par le compte The Shade Room, tous les pédophiles et violeurs devraient mourir, en concluant par point final. Cette story a expiré, il n'est donc pas clair de quoi parler cette publication. Cette publication ne mentionnait pas David, mais étant donné qu'il y avait ces informations sur une tentative des procureurs de faire assigner à comparaître la famille de David et de les obliger à témoigner dans cette affaire, c'est pour le moins intéressant. Nous en sommes au début. Je suis curieux de voir ce qui ressortira de cette audience préliminaire prévue fin du mois. Nous y apprendrons plus sur les preuves et peut-être sur les témoins ayant accepté de coopérer. Mais ceci est en quelque sorte un aperçu de ce que les procureurs affirment avoir contre David. Nous verrons ce qu'il en est, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jessie Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.